Je souhaiterais dans cette vidéo donner quelques éléments de méthode pour analyser la citation qui vous serait donnée lors du concours. Et j'ai choisi une citation de Sigmund Freud dans Le poète et le fantasme pour vous donner un exemple de la manière dont vous pouvez vous y prendre pour au brouillon faire quelque chose d'organisé et donc ne pas vous emmêler les pinceaux. Alors la citation est la suivante. Ne devrions-nous pas chercher déjà chez l'enfant les premières traces de l'activité poétique? Peut-être pourrions-nous dire que chaque enfant dans son jeu se conduit en poète, en créant son propre monde. Ou, pour exprimer cela plus correctement, en transposant les éléments formant son monde dans un nouvel ordre qui lui plaît et lui convient le mieux. Voilà la citation que nous devons examiner donc pour proposer un plan ensuite. Alors le premier conseil que je vous donnerai, c'est finalement d'oublier vos cours et les œuvres pour commencer par vous confronter en face à face avec la citation et de repérer d'abord en faisant confiance au sujet quelle est la thèse de l'auteur. Donc vous laissez un petit peu de place pour l'accroche que vous trouverez après et donc vous vous concentrez sur l'analyse de cette citation en repérant notamment les thèmes, en définissant ce qui vous semble clé et en reformulant la thèse de l'auteur pour faire surgir ce qui n'y est pas explicitement mais qui est contenu implicitement. Donc il faut faire surgir des mots-clés que vous aurez vus notamment lors de vos cours. Alors là, par exemple, on peut commencer par analyser que l'enfant est comparé au poète dans la mesure où il est capable d'imagination, il est capable de transposition, de métamorphose, il est capable en fait de création. Et la dimension poétique peut se lire dans l'ouverture de l'enfant à la beauté. Vous voyez, le mot beauté n'y est pas, mais le fait que l'enfant soit sensible à la beauté, certainement qu'on pourrait trouver à le développer. Donc il faut le faire surgir. L'enfant est ici positivement abordé. Vous devez essayer de voir si la thèse, en fait, plutôt valorise l'enfance ou plutôt la dévalorise. Et là, l'enfance est plutôt valorisée par Freud pour cette capacité, en fait, de transposition, qui n'est pas vue comme une déformation dommageable du monde. L'enfant n'est pas celui qui ne comprend rien, qui ne comprend pas ce dont il est question dans le monde des adultes. Il est celui qui enchante le monde pour que ça lui fasse plaisir. Donc la dimension de plaisir est également abordée ici. L'enfant, en fait, tourne tout à sa convenance. Et là, c'est là encore positivement souligné par Freud. Il ne souligne pas le côté capricieux que ça peut avoir ou le fait que l'enfant fasse tout tourner autour de lui et que soit égoïste, narcissique et qu'il ne soit pas capable de percevoir ce qu'il en est de la dure réalité des choses. Au contraire, il loue cette capacité de l'enfant à construire son monde. Et ce serait le troisième terme à bien faire surgir. L'enfant, en fait, n'est pas dans le monde, il construit son monde. Il a développé une forme idiosyncratique, c'est-à-dire propre à lui et à lui seul, de parler, de bouger, de ressentir. Et donc, en fait, c'est un monde ici qui le protège, on peut imaginer, de la dureté de la réalité de la vie. Donc c'est un refuge, en fait, ici, c'est envisagé positivement. Mais on pourrait se dire, et ça peut construire ici le problème, que s'il s'enferme dans sa bulle, tel un autiste qui finalement n'arrive plus à se rendre capable de parler aux autres ou d'être entendu par les autres, eh bien, en fait, ça peut lui ne pas le desservir. En fait, ça pourrait le rendre inaccessible ou faire qu'il n'est pas prêt, à surmonter un certain nombre de traumatismes, un certain nombre de scènes originaires qui peuvent finalement après continuer à le travailler en tant qu'adulte et faire qu'il va être névrosé, qu'il va avoir besoin de la psychanalyse justement pour remonter par l'histoire, en re-racontant son enfance, cette scène où les choses se sont bloquées. Entre le ça, le moi, le surmoi,
il va falloir rétablir de l'équilibre, peut-être en re-racontant son enfance. Et comme vous savez, Freud est un psychanalyste, donc peut-être qu'on pourrait, dans l'accroche, souligner non pas peut-être le pouvoir de la psychanalyse, mais peut-être on peut remonter à ce moment-là à l'accroche en se disant que raconter son enfance pour savoir comment en fait on arrive à interpréter son propre monde pourrait être une manière ici d'entrer en matière, ou sinon en fait de parler de la poésie de l'enfance, etc. Donc l'enfant comme un jardin d'Éden, où la moindre chose est prétexte à donner libre cours à l'imagination. Alors ensuite, il faut donc reformuler clairement la thèse de l'auteur. Ici, ce que dit Freud, c'est que l'enfant est positivement comparable à un poète parce qu'il est capable d'imagination, ce qui lui permet de faire refuge face à la dureté du monde, et c'est sa force, en fait, ici, que de tout tourner au plaisir. Mais on peut ici construire un problème, parce qu'on voit que ça ne va peut-être pas suffire, hein, que finalement, ce qu'on a pointé dans l'analyse des termes, et la problématique doit découler de cette analyse, cela ne va peut-être pas suffire, parce qu'il va peut-être falloir que l'enfance soit aussi le lieu d'un face-à-face avec le réel, qu'il soit préparé, non pas seulement à tout tourner en poésie, mais à faire face à la dureté du monde. Et que s'il s'enferme en fait dans son monde, il va se rendre inaccessible, il ne sera pas entendu, et donc il va falloir qu'il creuse à partir de son monde un accès en fait au monde des autres et à l'universalité des valeurs, etc. Il va falloir qu'il soit capable de dialoguer en fait, plus que de s'enfermer dans ses rêveries. Alors ensuite, il faut en faire découler un plan. Alors je vous conseille de toujours faire un plan sous la forme, certes, nous pouvons défendre avec Freud la thèse selon laquelle, vous reformulez la thèse de l'auteur, vous lui faites confiance, vous développez sa thèse. Toutefois, dans un second temps, on peut nuancer sa thèse, et donc on essaye de montrer les limites. Et dans un troisième temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées dans les deux premières thèses, et qu'on pourrait creuser en revenant à la citation, en voyant s'il y a des mots-clés qu'on n'a pas assez en fait pressurés pour leur faire dire encore quelque chose d'autre. Et donc dans la troisième partie, vous pouvez essayer de dire, mais est-ce que l'intérêt de la citation ne tiendrait pas plutôt dans tel ou tel aspect que nous n'avons pas abordé, et qui, malgré la discussion qu'on vient d'établir un peu pour et contre, font que la citation mérite encore d'être lue et relue à l'aune des œuvres qu'il nous est donné de lire. Alors ici, qu'est-ce que ça peut donner le certes, toutefois plutôt? Donc on pourrait dire, dans un premier temps, annoncer qu'on va certes défendre avec Freud, dans un premier temps, la thèse selon laquelle l'enfant a, comme le poète, une vision métaphorique du monde. Métaphore, ça veut dire foreign, ça veut dire porter, méta au-delà, donc la capacité à transmuter le réel dans quelque chose d'autre. Et donc certes, l'enfant a ce pouvoir, et ça en fait la puissance. Toutefois, on pourrait nuancer sa thèse, ou en tout cas apporter des éléments qui ne sont pas contenus dans la citation, que Freud d'ailleurs aurait pu lui-même aussi développer. Toutefois, l'enfant développe le principe de plaisir plus que le principe de réalité, et cela pourrait le desservir. Cela pourrait en fait nuire à son bon développement. Et ensuite, on pourrait voir que peut-être l'intérêt de la citation tient au fait que ce qu'il faudrait souligner plus tôt, c'est que l'enfant doit parfois brutalement faire face au réel sans pouvoir l'enchanter. Et donc c'est cela que finalement il faudrait dire pour approfondir encore la thèse de Freud. Donc après, très rapidement, on peut un tout petit peu détailler le plan. Pour la première partie, il faudrait souligner la puissance de jeu de l'enfant, sa capacité à faire comme si, à se projeter dans le monde des adultes, à aller vers l'absurdité sans aucun problème, à se protéger de la dureté du monde. Par exemple, on peut penser aux fleurs de la petite Ida, où Ida doit faire face au fait que les fleurs ont fané, mais finalement elle va essayer de transposer ça dans l'idée d'un bal des fleurs. Elles sont fatiguées en fait d'avoir fait leur bal toute la nuit, et donc elle va se construire une manière d'aborder la mort, donc d'une manière poétique. Et tout cela se termine par des enfants qui tirent à l'arbalète en enterrant les fleurs. L'absurdité d'Andersen se voit ici.
Toutefois, donc, dans la deuxième partie, on pourrait développer d'autres lignes, à savoir que l'enfant développe le principe de plaisir plus que le principe de réalité, parce qu'il est autocentré, il est capricieux, il déforme la réalité, donc cela peut à la fois lui servir, mais aussi le desservir, puisqu'on reproche par exemple au petit Wole d'être trop rêveur, hein, de ne pas être fait pour l'action du monde, comme son petit frère Dippo l'est. Et donc, il risque de s'enfermer dans son monde. Il risque d'aller, dès que ça lui déplaît, faire la fugue avec son petit baluchon, Wole encore se réfugie à son rocher Jonas. Et donc, ça risque de mal tourner que de s'enfermer dans simplement une conception trop poétique de la réalité. Et donc, finalement, pour en arriver dans la troisième partie, à expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour que l'éducation prépare l'enfant progressivement à la dureté du monde des adultes. Comment faire que malgré son côté poétique, on lui fasse sentir progressivement comment il va falloir, par exemple, ne pas avoir peur des araignées, si on va chez Rousseau, ne pas avoir peur du noir, ne pas se faire des fictions donc en se rendant incapable d'agir du fait que l'imagination arrive au galop. Donc l'imagination peut aussi arriver au galop pour desservir l'enfant, et donc l'enfant doit apprendre à déconstruire aussi des préjugés qu'il a, une première lecture du monde pour reconstruire quelque chose de plus solide. Donc après avoir annoncé le plan, vous devez aussi pousser les œuvres en les présentant en quelques mots dans le sens du sujet. Alors ça c'est facile à faire, mais ça peut aussi être une source pour trouver des citations. Donc c'est un effort que je pense qu'il peut être salutaire de faire en fin de préparation de votre brouillon. Par exemple là, vous pouvez dire que nous nous appuierons pour illustrer notre dissertation sur les 3 œuvres du programme. Premièrement, donc l'Émile ou de l'éducation de Rousseau, où on voit à la fois que Rousseau tire profit de la capacité de l'enfant à être un poète. Il faut absolument le laisser imaginer, avoir plaisir, etc. L'éduquer à vivre, à ce dur métier qui est la vie, mais aussi un métier qu'il faut lui montrer à travers du plaisir et des jeux. Mais que Rousseau aussi montre qu'il faut se garder d'une imagination qui nourrirait la peur en fait de l'enfant, donc il ne faut pas lui créer d'habitude, etc., etc. Donc il y a cette double face dans l'œuvre de Rousseau. On s'appuiera également sur les contes d'Andersen, où entre ombre et lumière, on voit les enfants à la fois angoissés, fantasmés, avoir peur de certaines choses, faire face à leurs craintes, mais aussi enrichir le monde par leur poésie, être capable de déplacer les choses, de voir une chose à la place d'une autre. Et également, nous nous appuierons sur l'œuvre de Wole Soyinka, Hacker les années d'enfance, où à la fois Wole est très imaginatif, très rêveur, mais il est aussi capable de déconstruire des premières visions qu'il a du monde pour s'engager avec lucidité dans un face-à-face avec les engagements de sa famille. Et donc, il n'est pas celui qui est seulement rêveur. Il est aussi celui qui est déjà capable de raisonnement, qui se pose des questions. L'enfant n'est pas que dans l'imagination du poète. Il est capable de métaphysique, de questionnement sur la vie et la mort. Et c'est ce qui fait aussi sa force. Donc, il ne faut pas réduire l'enfant simplement à celui qui vit dans le principe de plaisir, puisqu'il fait déjà face à la réalité. Je vous remercie pour votre attention.